Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan, votre nouvelle émission. Politique, artistes, associations, tous viendront faire le point sur différents sujets. Et pour cette première, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député maire de Yerres dans l'Essonne et candidat à l'élection présidentielle de 2017. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre Merci. plateau. Pour démarrer cette émission, on va lancer les sujets avec ce premier, c'est les Français et la politique. Et notamment le manque de confiance qu'ont les Français envers les responsables politiques. Il y a un sondage qui vient de sortir, Ipsos Sopra Steria, du 8 novembre dernier, je vous cite les chiffres. Notamment 74% des citoyens pensent que les élus sont trop souvent corrompus, 65% pensent que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, ou encore 62% des Français qui estiment être mal représentés par le personnel politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres, Nicolas Dupont-Aignan ? Les Français ont raison. Et si j'ai pris mon indépendance politique il y a maintenant 10 ans, en quittant l'UMP et en créant une nouvelle formation politique, Debout la République, puis Debout la France, c'est parce que je vis sur le terrain, je suis élu local, je suis maire, réélu heureusement moi à 80% des voix, mais je vois le manque de confiance. Et ce manque de confiance, il a des raisons objectives. La première raison, c'est l'impuissance publique. Quand vous avez des présidents de la République successifs, Nicolas Sarkozy puis François Hollande, qui se font élire sur des projets, et qu'une fois élus, ils vont à Bruxelles se coucher devant une commission non élue. Vous pensez que ça vient de là, le manque de confiance ? Bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de résultats puisqu'ils ne décident plus rien. Le pouvoir est en apparence à Paris, mais le pouvoir réel, il est financier à Wall Street, il est des directives à Bruxelles, il est, en un mot, partagé entre la France et d'autres. Et les présidents français successifs, de droite puis de gauche, mènent la même politique. Une politique condamnée, qui ne marche pas. Et c'est tout l'engagement que je porte. Je dis simplement, si on veut des résultats, on aura de la confiance. Mais les problèmes parfois dans le quotidien en dehors de Bruxelles, parce que pour les gens de Bien Bruxelles sûr, c'est un peu loin. Eh bien Dans ça le paraît quotidien, loin, mais ça, c'est très proche. Je vais vous donner un exemple. Vous allez sur nos routes, vous allez sur une autoroute, vous avez des camionneurs. Et si vous regardez la plaque d'immatriculation, il n'y a plus un camion français. Pourquoi ? Parce que les camionneurs polonais, roumains, espagnols, portugais ne payent pas les charges sociales en France. Et donc, il y a une concurrence déloyale. J'ai rien contre les pauvres polonais ou roumains. Simplement, je n'accepte pas qu'ils soient exploités. C'est la fameuse directive travailleurs détachés. Il y a 500 000 emplois en France qui sont tenus par des étrangers qui ne payent pas les charges sociales à la sécurité sociale française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la faillite de petites entreprises, du bâtiment, des travaux publics. C'est fou. Je prends un autre exemple. Vous avez entendu parler, là, il y a eu la négociation d'un accord avec le Canada. Ça paraît loin, tout ça. Ça paraît loin. Eh bien oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos éleveurs laitiers, nos éleveurs, ils vont voir arriver de la viande canadienne, beaucoup moins chère sur le marché, qui vont mourir. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que si vous voulez restaurer la confiance avec nos concitoyens, il faut que l'homme politique serve à quelque chose. Moi, les gens ont confiance dans ma ville. Pourquoi ? Parce que je prends des décisions, qu'elles sont appliquées. Et après, ils jugent, c'est bien ou c'est pas bien. Mais au niveau national, on a des présidents et des parlements qui ne font que battre du vent, que parler et pas agir. Il n'y a pas de résultat sur la sécurité, il n'y a pas de résultat sur le chômage, il n'y a pas de résultat sur la pauvreté. Eh bien, à un moment, les Français disent à quoi ils servent. Mais vous, si vous êtes élu président de la République, comment vous allez faire pour redorer l'image des hommes politiques sur le terrain ? Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut faire le ménage. Je veux nettoyer. Je propose une mesure simple. Pour se présenter à une élection, il faudra un casier judiciaire vierge. C'est ce qui manque un petit peu là en ce moment ? Mais bien sûr, un casier judiciaire vierge. Quelqu'un ne peut être à une émission à une fonction que s'il n'a pas eu d'affaires judiciaires. C'est quand même la moindre des choses. C'est ce que propose François Fillon aussi. Il ne le propose pas dans ces termes. Moi, c'est ce qu'il avait dit au débat, notamment. Oui, mais maintenant, moi, je propose qu'on passe à l'acte. L'autre point que je propose, c'est qu'on retrouve le pouvoir en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire contrôler nos frontières, qu'on ne laisse pas rentrer sans contrôle. Ça veut dire arrêter la concurrence déloyale européenne. Cela veut dire contrôler les produits qui rentrent sur notre sol. Cela veut dire
baisser les charges sur les PME qui investissent en France, en un mot, défendre nos intérêts. Et si on défend nos intérêts, vous verrez que naturellement, les Français verront des résultats. Et c'est tout mon programme, relocaliser 1 million d'emplois, rassurer l'ordre public, remettre l'ordre public et avoir un peu de justice sociale, c'est-à-dire augmenter les petites pensions de retraite, augmenter le salaire net des Français, non pas en pesant sur les entreprises, mais en diminuant les charges qui réduisent la feuille de paie. Si on faisait ça, déjà, je peux vous dire que ça irait mieux, il y aurait un peu un retour de confiance. Mais en dehors d'images, quand on voit des gouvernements successifs, c'est vrai qu'on peut être ministre de la Santé sans avoir eu un lien. Moi, c'est plus ce terme d'image d'un politique. On peut très bien être ministre sans avoir eu un lien avec la santé, être ministre de l'Agriculture sans avoir... Est-ce que votre gouvernement sera vraiment à l'image des Français ? Je veux mettre un patron de PME à Bercy. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui connaît vraiment les problèmes des petites entreprises pour les aider. On ne réglera le problème de l'emploi que si on arrête la concurrence déloyale, terrible, qui fait faire faillite à des milliers d'entreprises et que si on baisse les charges uniquement sur les entreprises qui produisent en France. Mais il y a d'autres domaines qui sont très importants. Il y a l'école. Je voyais là François Fillon qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Mais là, j'ai du respect pour François Fillon, mais il est marché celui de tomber sur la tête. Ça voudrait dire qu'on ne recrute plus un fonctionnaire pendant 5 ans. Mais comment on fait concrètement ? Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de policiers jeunes ? Il n'y aurait plus les écoles d'infirmières, on les ferme ? Cela veut dire qu'il n'y a plus de nouveaux médecins dans les hôpitaux ? Cela veut dire... Mais c'est n'importe quoi. Mais là, donc je n'aime pas... On se décale du côté image des hommes Mais ce n'est pas la politiques. question de l'image. Les Français, ils n'en ont rien à faire de l'image. Ils veulent des résultats. Ils veulent aller à l'hôpital et être bien soignés. Ils veulent que leurs enfants à l'école apprennent à lire. Ils voudraient pouvoir se promener dans un quartier difficile sans être agressés, pour les femmes notamment. Ils voudraient pouvoir avoir un boulot et vivre de leur travail. Et moi, tout mon programme, c'est de rétablir l'ordre, de redonner du travail et d'avoir un peu de justice. Et pour ça, il faut redonner le pouvoir au peuple français. Je veux des référendums pour que les Français décident. Et puis il faut faire un sacré ménage sur les hommes politiques pourris. On va passer au deuxième sujet, c'est votre parti, Debout la France. Comme on est l'heure du bilan, on fait le bilan des choses. Alors c'est vrai que votre parti compte 15 000 militants. Quand on fait le bilan, vous avez été crédité d'1,8% en 2012. Comme vous le disiez, au niveau de votre ville, élu avec plus de 75% des voix au niveau local, comment expliquez-vous cette différence entre vos scores nationaux et locaux ? Vous parlez du score en 2012, quand personne ne me connaissait. Aux dernières élections régionales... On vous connaissait déjà, Nicolas Dupont-Aignan, vous faisiez quand même déjà le tour des plateaux. À l'époque. Aux dernières élections régionales, il y a un an, j'ai fait 6,5% en Île-de-France. Et au niveau national, on a fait près de 5%. Donc, je ne parle pas des sondages, je parle des scores. Cela veut dire qu'aujourd'hui, mon parti est au-dessus de 5%, partout en France. Et si vous regardez même les sondages, on est entre 5 et 8. Ça veut dire quoi ? Qu'avec 1000 fois moins de temps d'antenne télévisée, 1000 fois moins, je n'ai pas la couverture de Paris Match. Je peux vous dire que notre parti progresse. Il progresse. On a fait autant, personne ne le sait, aux dernières élections régionales, un autre chiffre, on a fait autant de voix que le Front de gauche ou que les Verts. Si vous posez la question à un journaliste français, il n'y en a pas un qui le dira, parce qu'ils ne le savent pas. Je reprends un autre exemple, soyons précis. Il y a un sondage là qu'on a fait sur le potentiel électoral. Ça ne veut pas dire est-ce que vous allez voter pour M. Dupont-Aignan. Ça, c'est 5%. Ça veut dire est-ce que vous pourriez voter pour M. Dupont-Aignan ou est-ce que vous excluez complètement ? Il y a 21% des Français qui disent on pourrait voter pour lui. Simplement, qu'est-ce que disent les gens souvent ? Il faut être franc. Ils disent oh, il est bien ce type-là, mais il n'y arrivera pas parce que les sondages donnent 4-5%. Et donc, il faut gagner. Au Front National. Oui, c'est un autre problème, je vais y répondre. Mais vous savez, les Français, regardez l'affaire de Fillon. C'est très intéressant. Tous les sondages le mettaient 3e à 9%. Et tout le monde disait, le match se fera entre Juppé et Sarkozy. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des débats télévisés où tout le monde a été invité. Du plus petit au plus grand. Et là, les Français ont vu un homme différent des autres. Et ils ont voté pour lui. Je parle des électeurs de la primaire. 4 millions d'électeurs sur 44 millions, seulement 10%. Qu'est-ce que je voudrais ?
je vous remercie de m'inviter, que les grandes chaînes de télévision, TF1 par exemple, fassent un débat libre, où je puisse exprimer ce que je veux. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les Français nous choisiront. Quand on fait le bilan, vous manquez de médiatisation, c'est ce que Oui. vous dites aujourd'hui. Ah mais je sais pas, c'est un fait. J'ai vu les chiffres du CSA. Aux dernières élections régionales, 5% des voix. J'ai sur certaines grandes chaînes 0,1%. Donc moi je demande, ce qui a été fait pour les électeurs de droite à la primaire, qui représentent que 10% du corps électoral, j'aimerais que les grandes télévisions le fassent pour l'ensemble des candidats au premier tour de l'élection présidentielle et qu'on ne dise pas que tout est joué d'avance. Non, on n'est pas condamné à avoir les socialistes ou les républicains pour mener la même politique en pire qui est menée depuis 10 ans. Au niveau du Front National, on vous compare à chaque fois au Front National. Parce que en France, dès que vous proposez autre chose... Avec la maîtrise du budget, la monnaie, les Oui, mais je vais vous dire. le contrôle des frontières... En France, dès que vous défendez le drapeau tricolore, la nation, la France, immédiatement on dit « Ah, Front National !» Eh bien, je trouve ça dramatique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Front National n'a pas le monopole du drapeau et de la France. Souvenez-vous, vous étiez trop jeune, en 2005, vous trouvez il y a eu un référendum. En 2005, les Français ont voté non à 55%. Il y en a qui s'en souviennent, qui me regardent. À l'Union européenne, la mauvaise Europe. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait, ces 55%? Eh bien, les dirigeants de droite et de gauche votent toujours pour les mêmes. Est-ce que ces 55%, ils étaient Front National? Non. Il y a une partie, oui. Mais il y a une très grande majorité des Français qui ont voté non, qui ne veulent pas de cette mauvaise Europe, qui veulent que la France se lève, qui ne sont pas Front National. Eh bien moi, je ne suis pas Front National, je suis gaulliste social. Je n'ai rien à voir, je défends la France comme le Front National, mais on a le droit de choisir son patriotisme. On n'est pas obligé d'être dans un piège, soit on vote pour les mêmes, mais il y a certaines soit mesures, on vote Front National. Certaines mesures qui oui, peuvent alors, laisser penser. Oui, alors. Et alors, oui, mais dites... j'assume que la France compte. Mais il y a des gens à gauche aussi qui défendent la France. Ils ne sont pas Front National. Quand M. Chevènement ou M. Mélenchon veut une autre politique économique, on ne lui dit pas « t'es Front National ». Donc, vous savez, moi je pense qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent ni du système, ni des extrêmes. Et je propose un beau patriotisme, un gaullisme social pour une France libre, une France forte et une France juste. Et c'est ça qui est important. Et mon programme, vraiment, est un bon projet. Et les Français le liront sur Internet, deboutslafrance.fr, ils le retrouveront. Je vais maintenant vous montrer des photos. Je vous donne ce iPad. Cette première photo, elle rassemble Philippe de Villiers et Emmanuel Macron. On s'en souvient, on est dans l'heure du bilan, on fait toujours le bilan des choses. L'ex-ministre de l'économie s'était rendu en août dernier au parc d'attractions du Puy du Fou à l'invitation de Philippe de Villiers. C'était d'ailleurs la première fois qu'un ministre socialiste disait, pour être honnête, je ne suis pas socialiste. Est-ce que vous, à la place d'Emmanuel Macron, vous seriez allé? Mais moi je connais le Puy du Fou, j'y ai été bien avant Emmanuel Macron. Mais ça c'est du pipeau. Il y a eu un problème d'image là, c'est un pipeau intégral. Mais ça c'est de la manipulation. Parce que Emmanuel Macron défend la mondialisation low cost, l'appauvrissement général. C'est lui qui, auprès de François Hollande, il faut le savoir, a été l'instigateur de la baisse des pensions de retraite. C'est-à-dire, vous savez que depuis Hollande, les socialistes, c'est incroyable, les pensions de retraite des Français ne sont plus indexées sur l'inflation. Ça veut dire que nos retraités perdent de l'argent tous les ans. C'est M. Macron. C'est M. Macron qui est favorable à l'ouverture totale des frontières, à la dérégulation, à la mondialisation malheureuse. Alors il va au Puy du Fou pour dire « mais j'aime la France ». Mais vous savez, les Français, ils ont beaucoup de bon sens. Ça, c'est ce que j'appelle l'image pour tromper les gens. La réalité, c'est que M. Macron, comme M. Fillon d'ailleurs, ils acceptent une mondialisation qui est en train de briser nos acquis sociaux, de briser notre liberté, nos terroirs, notre identité. Et moi, je veux une France qui défend ses intérêts. Ça ne veut pas dire d'être fermé au monde, hein. On peut être tout à fait ouvert au monde, mais en même temps défendre nos intérêts. Je vais vous montrer cette deuxième photo, plus récente, le dimanche 20 novembre, où Nicolas Sarkozy reconnaissait sa défaite aux primaires des Républicains. Est-ce que vous, après une défaite, vous arrêteriez la politique? Est-ce que vous auriez fait la même chose, Nicolas Dupont-Aignan? Si j'avais gouverné pendant 5 ans comme il a gouverné,
qu'il a été président de la République, si par exemple dans ma ville, moi qui suis maire depuis un certain temps... Vous arrêteriez complètement la politique? Si j'étais battu dans ma ville, par le suffrage, je ne me représenterais plus dans ma ville. Ça voudrait dire que les gens ne veulent plus de moi. Vous savez, nous sommes la seule démocratie au monde, où des gens qui ont gouverné pendant longtemps estiment qu'ils doivent revenir. Et entre nous, François Fillon apparaît aujourd'hui à la mode, mais il a gouverné pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a fait le retour dans l'OTAN, c'est lui qui a fait le traité de Lisbonne, c'est lui qui a fait la coupe des policiers et des fonctionnaires, c'est lui qui a échoué économiquement. Nous sommes le seul pays au monde où un Premier ministre qui a gouverné pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé estime normal de revenir. Et moi je dis aux Français... Donc vous auriez fait exactement la même chose, vous auriez je dis aux Français, arrêtez de voter pour des gens qui vous ont fait souffrir et qui veulent encore vous faire souffrir. Mais c'est délirant. Je vous supplie, Français, de regarder les projets et de faire comme dans tous les pays du monde où on met du sang neuf. Vous savez, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. On va passer au bilan s'impose maintenant. J'ai comparé certains points de vos projets proposés en 2012 et aujourd'hui. Et on va parler notamment du mariage et de l'adoption par un couple homosexuel. En 2012, vous dites, il n'existe pas dans notre société française un droit à l'enfant. C'est la raison pour laquelle notre mouvement s'oppose à l'adoption par un couple homosexuel. Dernièrement, le 22 novembre dernier, lors de l'inauguration de votre QG de campagne, vous étiez face à des journalistes et vous avez confié que cette loi Taubira n'était pas la priorité, vous n'alliez pas l'abroger en premier, qu'en premier c'était les peines alternatives de prison qu'il faut arrêter avec les faux débats. Alors quelle est votre position aujourd'hui? Mais elle est très claire, elle n'a pas changé. J'ai toujours eu la même position depuis 2007. Donc vous enlèveriez non, attendez, la cette suite. loi. Attendez, non. J'ai toujours été favorable à l'union des couples homosexuels et toujours été hostile à la filiation et à l'adoption. Vous, c'est à l'adoption. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne reviendrai pas sur la loi Taubira. Mais pourquoi c'est un faux débat, du coup? Attendez la suite. Je ne reviendrai pas sur la loi Taubira d'union des couples homosexuels parce que j'ai toujours été favorable. En revanche, je réécrirai une partie de la loi Taubira sur la filiation pour qu'on soit bien clair. Chacun vit comme il veut et c'est normal qu'il y ait la solennisation d'une union homosexuelle de gens qui s'aiment. En revanche, un enfant a besoin d'un père et d'une mère et je refuse la GPA, c'est-à-dire la fabrication d'enfants achetés sur catalogue qui sont fabriqués en Inde dans le ventre des femmes et retirés à ces femmes. Ça, je ne Donc c'est pas un faux jamais. Débat finalement. Quand non, vous dites c'est un faux débat. Il me parlait de la loi Taubira dans son ensemble. Donc je suis précis. La loi Taubira dans le mariage, je la garde. En revanche, j'estime que l'affaire de l'adoption et surtout de la GPA, gestation pour autrui, c'est une dégradation de la femme et c'est la marchandisation de l'enfant. Et ça, je ne l'accepte pas. Donc ma position n'a jamais changé et j'ai toujours dit d'ailleurs, reprenez mes déclarations au moment de la grande manifestation, j'ai dit si le gouvernement avait été sage, socialiste, il aurait fait voter l'union des couples homosexuels sans en faire un grand cinéma et ça aurait été adopté à 90%. Voilà la réalité. En revanche, je pense qu'il faut éviter tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne. Et je le dis franchement, l'argent roi qui achète tout, même le ventre des femmes, me révolte. Nous sommes dans une société où l'argent veut tout acheter, on n'achète pas un enfant. Ça, c'est clair. L'Europe, maintenant. Vous avez déclaré sur Sud Radio: je suis différent de Madame Le Pen, j'estime que la France n'est pas l'Angleterre et je ne suis pas favorable au Frexit, du moins immédiat. Une position un peu différente par rapport à 2012. Pas totalement, j'ai toujours dit la même chose, j'ai toujours dit qu'il fallait renégocier. Je dénoncerai et proposerai à nos copartenaires une nouvelle Europe qui rendra aux États-Unis. Exactement, et je n'ai pas changé. Le Frexit, c'est quoi? C'est de dire, on n'est plus du tout dans l'Europe. Mais c'est un petit peu changé quand même par rapport à 2012. Non, je n'ai pas changé. Vous allez voir la suite. Reprenez. J'ai toujours dit, je ne veux pas du Frexit, c'est-à-dire on s'en va complètement. En revanche, j'ai toujours proposé la fin de l'Union européenne, la renégociation des traités, mais le maintien
le remplacement de cette Union européenne par un nouveau traité qui permet des coopérations à la carte. Je ne veux pas la solitude, je veux une belle Europe, celle du général de Gaulle, c'est-à-dire une union de nations libres, chacun gère ses frontières, son budget, ses lois, mais en revanche, on peut travailler ensemble sur, par exemple, des programmes industriels. On a bien fait Airbus. C'est pas Bruxelles qui a fait Airbus, c'est 4 pays qui ont fait le plus bel avion du monde. On pourrait lutter contre le cancer ensemble, on pourrait développer l'Afrique, on pourrait faire tellement de choses avec quelques pays européens. Mais on n'a pas besoin d'être fusionnés. On n'a pas besoin de cette Europe qui a tout cassé. On a besoin d'une Europe qui additionne nos forces, mais ne nous remplace pas. Souvent, je prends une image, c'est un peu comme une copropriété. Vous avez un syndic de copropriété quand vous êtes dans un immeuble. Est-ce que le syndic de copropriété, il s'occupe de la gestion de votre cuisine, de votre heure de départ en vacances et de la couleur de votre moquette? Ça n'a pas changé, ça. Attendez la suite. De la couleur, non, pas du tout. Vous reprenez toutes mes déclarations. De la couleur de votre moquette, non. Le syndic de copropriété, il ne s'occupe pas de votre appartement. En revanche, on a besoin d'un syndic de copropriété pour s'occuper du code en bas de l'immeuble, de l'espace vert, de l'antenne télé. C'est exactement pareil pour l'Europe. Je veux une Europe qui revienne à quelques missions que les nations ne peuvent pas faire seules. Mais je ne veux plus que l'Europe nous surcharge de normes ou nous mette en place une concurrence déloyale. Un dernier point sur l'outre-mer, OM5PV. Enfin, l'outre-mer, enfin, justement, on regrette parfois aussi que nos responsables politiques oublient l'outre-mer. Eh bien, je ne l'oublie pas. S'il y en a un qui aime l'outre-mer et qui a été... J'ai été le seul homme politique récent, national. Et pourquoi vous communiquez pas plus alors sur l'outre-mer? Je communique, mais je communique avec les moyens qu'on a. J'ai été le seul à faire le tour du Pacifique, aller en Nouvelle-Calédonie, aller en Polynésie, voir nos ultramarins là-bas. Je suis le seul à avoir été à La Réunion où j'ai une équipe extraordinaire avec Hugues Maillot, qui est notre délégué national à l'outre-mer, qui a un très beau programme. Et vous pouvez aller sur le site de Boula France Réunion, et vous verrez qu'il y a un homme bien, qui travaille, qui est courageux, avec une très bonne équipe. Nous avons des adhérents en Martinique et en Guadeloupe, mais nous n'avons pas encore un responsable identifié suffisamment fort. Mais j'ai un vrai projet pour l'outre-mer. Et bien justement, si vous êtes élu président de la République, vu que vous avez vraiment un vrai projet pour l'outre-mer, quelle est votre priorité? Priorité absolue. Il y en a deux. C'est que l'outre-mer soit valorisé en métropole, ce qui n'est pas. Il y a une chose toute simple que je demande. Ça va vous faire rire. Je demande que sur la météo, tous les soirs, sur les chaînes de télévision françaises, en métropole, il y a bien la Corse, il y ait le temps qui fait... Oui, mais... Attendez la suite. Ça vous paraît symbolique et accessoire, ça ne l'est pas du tout ce que je propose. C'est que tous les soirs, on envoie l'image de la France. Et il n'y a jamais l'outre-mer sur les écrans. Pour moi, la France, c'est la métropole, c'est la Corse, et ce sont les territoires d'outre-mer. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si tous les soirs, on montrait le temps qu'il fait en outre-mer, on multiplierait par 2 le tourisme outre-mer. Tous les soirs à TF1, à France 2, etc. Et puis c'est symbolique. Attendez la suite. C'est très concret. Parce que ça voudrait dire beaucoup de richesses qui arriveraient en outre-mer. Deuxième point, c'est d'aider l'économie de l'outre-mer par des aides beaucoup plus intelligentes. Il faut développer les atouts de l'outre-mer. Sur les énergies renouvelables, on pourrait investir beaucoup plus. Les défiscalisations ont été capturées par quelques-uns. Et les défiscalisations qui existent en outre-mer devraient être mises plus au service d'une économie endogène, c'est-à-dire d'une économie qui crée de l'emploi outre-mer. La priorité absolue d'outre-mer... Et les différences de prix qu'il y a justement entre les métropoles. Justement, il faut casser les monopoles d'importation. Comment vous faites Par la loi. Il est inacceptable qu'il y ait quelques familles qui dirigent tout l'outre-mer et qui se sucrent au passage. Il est fondamental de régler la question de la continuité territoriale, notamment la question du prix des billets. Je vais vous parler franchement. J'ai voulu, là, je m'étais dit, tiens... C'est bien, c'est dans la bonne émission, là, franchement. Je m'étais dit, j'aimerais aller, pour souffler peut-être quelques jours, à la Martinique ou en Guadeloupe, à Noël. Et puis j'ai fait Internet, j'ai regardé les prix des billets, je ne peux pas me les payer. Tout est plein et c'est hors de prix. C'est un scandale. C'est un peu comme partout. Non, oui, mais c'est pas partout. Spécifique. Oui, mais l'outre-mer, il doit y avoir une continuité territoriale et on doit aider l'outre-mer.
L'outre-mer est français ou n'est Parfois, pas un français? Paris-Lyon est très cher aussi. Oui, mais l'outre-mer, sauf que Lyon n'a pas les problèmes de chômage, de souffrance sociale qu'à la Guadeloupe, la Martinique et les autres. Et on ne peut pas dire, et je vais être très catégorique, on ne peut pas dire, comme tous les hommes politiques, l'outre-mer c'est la France, alors qu'on n'a pas mis en place la continuité territoriale. La continuité territoriale doit être mise en place. Et plutôt que de donner des défiscalisations à des intérêts privés qui construisent des trucs en carton-pâte en outre-mer, qui sont vides après toute l'année, et qui déduisent leurs impôts, est-ce que cet argent ne pourrait pas être mieux investi à permettre une continuité territoriale qui aiderait les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone et qui aimeraient souvent revoir leur famille, et qui aiderait aussi à développer un flux touristique beaucoup plus intense? L'avenir de l'outre-mer passe par une économie locale fortifiée, par la baisse des prix et par un tourisme massif. C'est une source de richesse extraordinaire qui pourrait être développée. Et je le dis aux ultramarins, et je leur ai dit à chaque fois à la Réunion, vous avez un gisement de pétrole qui n'est pas exploité. Et ce gisement de pétrole, il faut qu'on vous aide à l'exploiter. Ce n'est pas simplement le tourisme d'ailleurs des métropolitains, c'est aussi le tourisme de l'environnement régional. Nous avons un défi majeur de développement. On ne peut pas laisser la jeunesse de l'outre-mer dans cet état de paupérisation. Et je suis le seul homme politique depuis Chirac à m'intéresser à l'outre-mer. Alors je peux vous dire, j'irai. Vous vous engagez aujourd'hui, pendant votre campagne, à aller en outre-mer, Bien aller sûr, à la rencontre. J'y avais été et j'irai. Et surtout, j'ai un beau programme pour l'outre-mer. Et je peux vous dire qu'il est fondamental. Et ce n'est pas avec les mesures d'austérité de Fillon ou les mesures d'austérité de M. Macron qu'on va développer l'outre-mer. Merci Nicolas Dupont-Aignan Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment candidat aux élections présidentielles. À l'élection présidentielle, il n'y en a qu'une. Oui, c'est vrai. Et il y a plusieurs élections législatives. L'heure du bilan, c'est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez au rendez-vous avec un nouvel invité pour faire un autre bilan. Prenez soin de vous.